Dans les hauteurs brumeuses du Limousin, à la lisière d'un bois oublié des cartes modernes, se dresse une bâtisse que les habitants évitent encore de nommer. L'Hospice Saint-Victor, construit au milieu du XIXe siècle, était autrefois un refuge pour les âmes âgées, un sanctuaire de paix pour ceux que la vie avait lentement usés. Pourtant, derrière ces murs de pierre grise et ces volets clos, une histoire plus sombre a lentement germé. Une histoire que même le temps n'a pas réussi à effacer. L'histoire commence en 1892, l'année où la Chambre 17 fut définitivement condamnée. À cette époque, l'hospice accueillait une trentaine de pensionnaires, pour la plupart des anciens agriculteurs ou artisans du coin, venus terminer leur vie en silence. Parmi eux, un homme au nom presque effacé des registres, Rémy Gaultier. Rémy n'avait rien d'extraordinaire, hormis son mutisme persistant depuis son arrivée. Il ne parlait pas, ne riait pas, ne pleurait pas. Il fixait, jour et nuit, la porte de la chambre 17. Cette pièce, à l'étage nord, n'avait rien de particulier à première vue. Elle mesurait à peine 10 mètres carrés, avec une unique fenêtre donnant sur le vieux cimetière des Sœurs Hospitalières. Mais les religieuses, elles, refusaient de la traverser seules. Et lorsque l'on y plaçait un pensionnaire, celui-ci était presque toujours retrouvé mort dans son lit, au petit matin. Sans blessure, sans explication. Au fil des mois, les bruits ont commencé à courir. Des mots étouffés dans les couloirs, des objets déplacés dans la nuit, une odeur de cire froide et de terre humide envahissant les draps. On parlait de Rémy comme d'un veilleur, un homme que le silence de la chambre avait marqué au fer rouge. Les sœurs l'observaient de loin, priant discrètement lorsqu'elle passait de près de lui. Mais aucune ne posait de questions. Dans un hospice comme celui-là, il valait mieux ne pas savoir. Un soir de novembre, la tempête fit rage sur les collines. L'électricité, encore balbutiante, n'éclairait que partiellement les couloirs, laissant le reste de l'hospice dans une obscurité angoissante. C'est cette nuit-là que la sœur Émilienne, la plus jeune des religieuses, s'aventura seule dans l'aile nord, avec une lampe à huile et une clé rouillée serrée dans sa main. Quelque chose, ou quelqu'un, avait ouvert la porte de la chambre 17. Et cette fois, ce n'était pas une erreur. Lorsqu'on retrouva la sœur, le matin suivant, elle était agenouillée devant la porte entr'ouverte, le regard figé, les lèvres tremblantes. Elle répétait sans fin « Ils m'ont montré ce qu'on ne doit pas voir ». Sa chevelure, auparavant aussi noire que la soutane qu'elle portait, était devenue blanche comme la neige. Le directeur de l'époque, un certain père Allard, ordonna immédiatement que la chambre soit scellée. Il fit clouer la porte, recouvrir le seuil de croix tracé à la craie et interdit toute mention du numéro 17 dans les registres. Mais le mal, une fois réveillé, ne se rendort jamais vraiment. Et aujourd'hui, plus de 130 ans plus tard, l'hospice Saint-Victor est vide, officiellement abandonné. Officieusement, il reste sous surveillance discrète du diocèse. Une présence est toujours signalée à l'étage nord. Une silhouette immobile derrière la fenêtre murée. Et dans les rares nuits d'orage, les anciens du village jurent entendre des coups sourds, venant de l'intérieur. Après la fermeture officielle de la chambre 17, les années passèrent. Mais l'aile nord de l'hospice ne retrouva jamais la paix. Les religieuses restantes redoublèrent de prières et certaines demandaient leur mutation vers d'autres institutions, trouvant l'atmosphère insoutenable. Le père Allard, devenu entre-temps une figure distante et presque spectrale, n'apparaissait plus que pour les offices dominicaux. On disait qu'il passait ses nuits à l'étage, face à la porte condamnée, comme pour veiller sur un secret qu'il n'osait avouer même à Dieu. En 1903, un incendie se déclara mystérieusement dans la buanderie, un lieu situé bien loin de l'aile nord. Les flammes furent étrangement contenues par les murs eux-mêmes, comme si la bâtisse refusait de laisser s'échapper quelque chose, ou quelqu'un. Aucun blessé ne fut à déplorer.
Mais les sœurs affirmèrent avoir vu dans les reflets des flammes une silhouette d'homme aux yeux noirs comme le charbon, le regard vide, debout juste devant la porte 17. Le bâtiment, pourtant solide, se mit peu à peu à dépérir. Les murs se fissuraient sans raison, les vitraux se couvraient de givre même en plein été, et des courants d'air glaciaux serpentaient dans les couloirs comme des mains invisibles. Les rares pensionnaires encore présents à cette époque faisaient d'étranges cauchemars. L'un d'eux, un ancien professeur nommé Monsieur Léon Marchais, se mit à dessiner compulsivement des cercles entrelacés, des figures archaïques qu'aucun érudit du diocèse ne parvint à identifier. En 1911, le diocèse dépêcha un visiteur ecclésiastique venu directement de Paris. Monseigneur de la Cour, homme rigoureux et sceptique, voulait constater de ses propres yeux si les rumeurs méritaient d'être prises au sérieux. Il passa 3 jours à l'hospice, interrogeant les sœurs, examinant les archives, notant méthodiquement chaque anomalie. Le dernier jour, il exigea d'ouvrir la chambre 17 contre l'avis unanime de la communauté. Le père Allard refusa. Il déclara « Si vous ouvrez cette porte, vous condamnez votre âme. » Mais Delacour insista. Et à la tombée de la nuit, accompagné de 2 gardes envoyés par le diocèse, il fit sauter les planches et entr'ouvrit la porte interdite. Ce que les 3 hommes virent à l'intérieur ne fut jamais réellement consigné, mais l'un des gardes devint fou sur le champ. Il s'arracha les ongles à main nue et s'écrasa la tête contre le mur de la chambre. L'autre resta muet jusqu'à sa mort. Quant à Monseigneur de la Cour, il écrivit en hâte un seul mot sur une feuille de missel avant de s'enfuir en pleine nuit. Périchor. Ce terme, inconnu même des théologiens, fit l'objet d'une enquête secrète. Certains linguistes y virent une racine grecque altérée, d'autres y reconnurent un mot issu de rituels oubliés. Ce que l'on sait, c'est qu'après cette visite, le diocèse interdit formellement tout accès à l'aile nord de l'hospice. On ferma même l'église attenante. Et le père Allard, rongé par la peur, quitta l'institution sans laisser d'adresse. Certains affirment qu'il s'est cloîtré dans une abbaye en ruine, au nord de la Bretagne, où il passa le reste de ses jours à recopier un manuscrit disparu. Depuis cette époque, plus personne ne pénétra la chambre 17. Les années transformèrent l'hospice en lieu de légende. Les enfants du village osaient s'approcher des grilles pour défier les esprits, lançant des pierres vers les vitres opaques. Une seule fois, un carreau se brisa, et un hurlement s'éleva. Un son grave, inhumain, résonnant à travers les collines, glaçant le sang même des plus incrédules. Et pourtant, le bâtiment restait là, solide, debout, comme si lui seul contenait une vérité que le monde n'était pas prêt à entendre. En 1926, l'hospice fut officiellement désaffecté. Les sœurs furent relogées ailleurs, les pensionnaires transférés vers d'autres établissements. Le bâtiment fut laissé à l'abandon, envahi peu à peu par le lierre, les racines et les rumeurs. Les villageois en parlaient à voix basse, évitant de passer trop près, surtout les soirs de pluie, quand une lumière pâle semblait filtrer derrière les vitres obscurcies de l'aile nord. Ce fut durant cette période que 2 étudiants en théologie de l'Université de Rennes, Émile Barrault et Jacques Lenormand, décidèrent d'y mener leur propre enquête. Fascinés par les écrits laissés par Monseigneur de la Cour, qu'ils avaient trouvés dans un vieux registre de la bibliothèque diocésaine, ils y découvrirent des notes codées, des croquis de la chambre 17 et un passage cryptique « Le silence est une prière dans ce lieu, le bruit, un pacte ». Armés d'une vieille lanterne et de leur curiosité, ils franchirent les grilles rouillées de l'hospice un soir d'automne. L'intérieur, bien qu'en ruine, gardait une atmosphère de recueillement inquiétant. Le mobilier était resté là, recouvert de draps blanchis par le temps. Les crucifix semblaient avoir tourné sur eux-mêmes, et dans les couloirs, leurs pas résonnaient comme si quelqu'un d'autre marchait juste derrière. Ils atteignirent la porte de la chambre 17, clouée à nouveau, cette fois avec du fil de fer et un symbole peint à la chaux, un cercle barré d'une croix inversée. Le Normand hésita, mais Barrault, plus téméraire, força l'entrée.
Derrière la porte, une pièce d'une taille modeste, vide en apparence. Pourtant, l'air y était plus froid, plus dense. Le bois du plancher semblait gémir sous leur poids, comme si le sol lui-même refusait leur présence. Ils installèrent un petit autel, récitèrent des prières, enregistrèrent les sons. À la 3e heure de leur présence, l'un d'eux fit tomber la lampe. Dans l'obscurité, ils entendirent un chuchotement, d'abord faible, puis plus insistant, comme une récitation en latin corrompu. La température chuta brutalement. Leur souffle se figea. Émile Barrault aperçut alors, dans un coin de la pièce, une forme humaine, agenouillée, le visage tourné vers le mur. Il avança, croyant à une illusion. Mais la silhouette se tourna lentement vers lui. Elle n'avait ni yeux ni bouche, mais sa tête s'ouvrit en deux, révélant une spirale de dents et une lumière noire, impossible à décrire autrement. Il s'évanouit. Lorsqu'il se réveilla, Jacques Lenormand avait disparu. Seule sa croix de séminariste était posée sur le sol, encore tiède, comme si elle venait d'être arrachée. Barrault s'enfuit, hurlant dans la nuit, blessé, le visage lacéré de symboles qu'il n'avait jamais vus. Il fut retrouvé 2 jours plus tard, errant dans les bois. Il ne prononça plus jamais un mot. Interné dans un asile près de Saint-Malo, il dessinait inlassablement des escaliers en colimaçon, des pièces sans porte, et toujours cette spirale. Avant de mourir, il griffonna sur un mur de sa cellule une phrase étrange. « Le mur parle si tu dors ». Ce témoignage fit brièvement surface dans une revue ésotérique, mais fut vite censuré. Le bâtiment fut scellé, surveillé par des agents du ministère de l'Intérieur, sous prétexte de risque d'effondrement. En réalité, selon certaines archives retrouvées plus tard, il y aurait eu ordre d'étouffer toute tentative d'exploration, de recherche ou de documentation. L'hospice devint alors un lieu de pèlerinage interdit pour certains cultes obscurs qui venaient y déposer des offrandes, plumes noires, statuettes de cire, lettres sans destinataire. Le mur de la chambre 17, selon les rares clichés retrouvés, se couvrait peu à peu de signes incompréhensibles, comme si l'édifice écrivait sa propre histoire, refusant l'oubli. En 1931, une tempête violente s'abattit sur la région de Saint-Victor, provoquant des inondations et des glissements de terrain. Parmi les dégâts signalés, une portion de mur s'effondra dans l'aile nord de l'hospice, révélant un couloir dissimulé derrière une cloison. Ce passage n'apparaissait sur aucun plan, pas même dans les relevés originaux de 1847. L'ouverture, étroite et envahie par la moisissure, menait à un escalier abrupt, creusé directement dans la roche, s'enfonçant vers les entrailles de la terre. Le maire de l'époque, Armand Jolivet, alerté par des adolescents qui s'étaient aventurés sur les lieux, ordonna la fermeture immédiate du site. Mais avant cela, l'un des jeunes, Paul Roper, avait eu le temps de descendre quelques marches, lampe à la main. Il affirma avoir vu des murs couverts de symboles gravés, semblables à ceux retrouvés sur le corps d'Émile Barrault. Au fond, il aurait perçu le murmure de voix d'enfants chantant une comptine dans une langue inconnue. L'adolescent fut pris de crises de somnambulisme, se levant chaque nuit pour dessiner des cercles concentriques avec de la cendre. Il mourut subitement dans son sommeil 2 mois plus tard, le visage figé dans un rictus de terreur. L'État fit murer l'entrée nouvellement découverte. Un décret préfectoral interdit tout accès à l'hospice, sous peine d'amende sévère. Des agents du génie civil furent dépêchés pour poser des scellés et un rapport confidentiel fut transmis au ministère de la Culture. Ce document, récemment exhumé par un archiviste bénévole, mentionne l'expression codée « périmètre de silence religieux », une terminologie utilisée autrefois pour désigner des sites à risque d'influence spirituelle anormale. Pendant plusieurs décennies, le lieu sombra à nouveau dans l'oubli, jusqu'à ce qu'en 1975, un groupe de chercheurs en phénomènes paranormaux, les frères Lenoir, décident d'y mener une série de veillées nocturnes. Leurs enregistrements, aujourd'hui considérés comme apocryphes, captent des sons étranges. Des frottements, des prières inversées, des pleurs d'enfants et, à 3 reprises,
une voix grave chuchotant « Chambre 17, confession éternelle ». Le plus troublant fut leur découverte dans le couloir du sous-sol. Une fresque murale, peinte à même la pierre, représentant une procession de religieux encapuchonnés guidant une silhouette couronnée vers un autel. Cette figure, ni homme ni femme, tenait dans ses mains un livre ouvert dont les pages semblaient vivantes, ondulant comme de la chair. La fresque était partiellement effacée, rongée par le temps, mais en bas figurait une inscription en latin « Ab initio erat verbum » et « Verbum erat horror ». Au commencement était la parole, et la parole était l'horreur. Le chef du groupe, Alain Lenoir, déclara à la radio locale avoir trouvé dans une alcôve attenante une sorte de manuscrit, enfermé dans un reliquaire de verre noir. Il refusait de l'ouvrir, disant que « le livre respire, il n'attend qu'un souffle ». 3 jours plus tard, il fut retrouvé mort dans sa chambre, les yeux crevés et la bouche scellée par du fil d'argent. Le manuscrit, jamais retrouvé, devint un objet de fascination. Certains pensent qu'il aurait été volé par un collectionneur d'artefacts maudits. D'autres affirment qu'il n'a jamais existé. Mais depuis cette date, la chambre 17 fut à nouveau murée, cette fois avec des plaques de plomb. Les rares survivants des frères Lenoir refusèrent toute interview, se dispersant à travers l'Europe, changeant de nom. Ils furent parfois aperçus dans des congrès ésotériques, regardant fixement les visiteurs comme s'ils attendaient quelque chose, ou quelqu'un. En 1987, lors d'un chantier de réhabilitation urbaine autour de l'ancien hospice, une pelleteuse éventra une portion du sous-sol inexploré. Parmi les gravats, les ouvriers mirent à jour une boîte scellée contenant des documents fragiles datés de 1891, signés par le prieur de l'époque, Dom Bertrand de Laval. Ces feuillets manuscrits, bien que partiellement illisibles, détaillaient un rituel ancien nommé Clausura Silenti, décrit comme une méthode d'enfouissement spirituel. Dom Bertrand y mentionnait à plusieurs reprises la chambre 17 comme un espace hors du monde visible, miroir des péchés d'un autre âge. Il évoquait aussi un enfant prénommé Isaïe, considéré comme la clé d'un pacte conclu avec une entité surnommée Dominus ex Tenebris. Selon le prieur, la communauté monastique avait été confrontée à un mal ancestral, plus ancien que l'ordre bénédictin lui-même. Ils auraient accepté un marché pour sauver leur congrégation d'une peste spirituelle. En échange, ils devaient bâtir une crypte, y enfermer le manuscrit vivant et sacrifier un être issu du silence pur, né sans nom ni baptême. Le rituel fut accompli dans la chambre 17, spécialement aménagée comme nexus entre les plans. Isaïe, un enfant muet recueilli à l'âge de 2 ans, fut offert dans la crypte au cours d'une cérémonie nocturne. Depuis ce jour, la pièce fut murée de l'intérieur, selon les instructions du manuscrit. L'effondrement de 1892, officiellement déclaré accidentel, coïncidait en réalité avec une tentative désespérée des moines pour refermer une brèche qu'ils n'avaient su contenir. Leurs lettres, conservées au sein de la boîte, témoignaient d'apparitions nocturnes, de chants entendus dans les tuyauteries et de stigmates apparaissant spontanément sur les murs. En marge des feuillets, une phrase était gribouillée, sans ponctuation. « Chambre 17 n'est pas une pièce, c'est une plaie. Une respiration ouverte, elle attend qu'on entre pour respirer à nouveau. » À la suite de cette découverte, les ouvriers du chantier furent victimes de troubles psychiques, hallucinations auditives, comportements paranoïaques, insomnie chronique. L'un d'eux, Jérôme Vallier, se jeta du toit du bâtiment 1 semaine après avoir tenu la boîte. Ses dernières paroles rapportées par un collègue furent « J'ai vu Isaïe, il ne dort plus ». Le chantier fut abandonné, les archives placées sous scellé par la préfecture et l'hospice classé monument à risque. Un grillage barbelé fut installé tout autour avec des panneaux dissuasifs évoquant la présence d'amiante.
un mensonge pratique pour détourner les curieux. Pourtant, des chercheurs indépendants continuèrent d'enquêter discrètement. En 1993, un certain Pascal Montreuil, professeur d'histoire religieuse, publia un ouvrage interdit peu après sa sortie, L'Abbaye des Ombres, Pacte, Peur et Possession. Il y affirmait que plusieurs institutions religieuses en Europe auraient conclu des pactes similaires avec des entités issues d'un espace liminal. La chambre 17, selon lui, serait une porte inversée, non pas vers un enfer classique, mais vers une mémoire collective refoulée de l'humanité. En 2002, un étudiant en cinéma de l'Université de Strasbourg, Clément Béraud, décida de consacrer son mémoire à l'évolution de l'architecture monastique abandonnée. Il tomba sur l'hospice Saint-Victor par hasard, lors d'une visite dans les archives départementales. L'accès était restreint, mais certaines images aériennes et plans cadastraux anciens laissaient deviner la trace d'un bâtiment occulté par les cartes modernes, bien qu'il n'eût jamais été officiellement détruit. Intrigué par ce vide, Clément se rendit sur les lieux avec une caméra DV, accompagné d'un ami technicien du son. Les grilles étaient rouillées, les panneaux illisibles et l'enceinte semblait oubliée du monde. Les deux jeunes hommes parvinrent à pénétrer dans l'enceinte une nuit de novembre. À leur grande surprise, la structure de l'hospice tenait encore debout, malgré l'érosion et l'abandon. Mais c'est à l'intérieur qu'ils découvrirent l'impensable. Les couloirs n'étaient pas vides. Des voix faibles, semblables à des prières marmonnées, résonnaient derrière les murs. À plusieurs reprises, le micro capta des fréquences étranges, oscillant comme des cris étouffés inversés. Dans l'aile nord, ils tombèrent sur une porte numérotée, effacée en partie, mais où l'on pouvait encore lire « 7 ». Elle était murée, mais un léger courant d'air froid s'échappait d'une fissure dans le mur. Clément filmait chaque détail. Sur les images, une ombre apparaît furtivement, comme un enfant immobile au fond d'un couloir, bien que personne ne fût visible sur place. La bande sonore enregistra un nom, murmuré 3 fois à intervalles réguliers. Isaïe, Isaïe, Isaïe. De retour à Strasbourg, Clément monta un court documentaire pour son mémoire. Mais peu après, son université déclara le film inacceptable pour diffusion. Le jury prétexta un contenu émotionnellement dangereux et potentiellement perturbateur. Quelques mois plus tard, Clément fut interné à l'hôpital psychiatrique Sainte-Odile après avoir tenté de s'arracher les tympans. L'université conserva néanmoins une copie du film, classée dans ses archives interdites. Depuis, plusieurs étudiants tentèrent d'y accéder, mais furent systématiquement refusés, sous prétexte de protection du patrimoine émotionnel collectif. Ce que Clément avait vu dans cette chambre murée, nul ne le sut jamais précisément. Mais son regard fixe et vide, lors de sa dernière interview, avait glacé le sang de ceux qui l'avaient tout connu. En 2014, une équipe de restauration patrimoniale mandatée par la région fut envoyée pour établir un rapport d'État sur plusieurs sites abandonnés, dont Saint-Victor. Parmi eux, un historien de terrain, Jules Roussel, spécialisé dans les lieux de culte reconvertis en établissements médicaux. Il connaissait la rumeur entourant la chambre 17, mais la jugeait comme une simple légende urbaine alimentée par l'oubli et le fantasme. Lors de sa visite, Jules nota plusieurs anomalies, des marques gravées sur les murs intérieurs, formant une série de cercles imbriqués, tous centrés autour du chiffre 17. Les anciens registres des patients n'étaient plus consultables. Pourtant, il découvrit, dissimulé derrière une cloison disjointe, un carnet en cuir noirci par l'humidité. Les pages, à moitié décomposées, contenaient les notes manuscrites d'un certain frère Augustin, daté de 1892. Le journal évoquait une infiltration nocturne de voix dans les murs et une présence qui altérait la perception du réel. Augustin décrivait aussi un enfant recueilli par les sœurs de l'hospice, qui ne parlait jamais, ne dormait jamais, mais restait chaque nuit devant la chambre 17. On le nommait simplement l'Isaïe.
Le nom n'apparaissait dans aucun registre d'état civil. Augustin écrivait qu'une nuit, le garçon était entré dans la chambre et n'en était jamais ressorti. Le lendemain matin, la pièce fut murée à la chaux vive, sans qu'aucune explication ne soit donnée. Jules transmit ces informations à la préfecture, mais son rapport fut classé sans suite. Peu après, il publia un article confidentiel dans une revue ésotérique où il mentionnait un fait troublant. Toutes les chambres de l'hospice suivaient une numérotation discontinue. La 17 n'aurait jamais dû exister selon les plans de l'époque. Le mystère s'épaissit lorsqu'un ancien infirmier à la retraite, contacté par Jules, révéla qu'en 1963, un jeune patient admis pour hallucination auditive répétait sans cesse « Elle n'est pas vide, elle respire ». Il désignait un mur dans l'aile nord, derrière lequel se trouvait la chambre 17. L'infirmier affirma que le garçon avait disparu dans la nuit suivante, malgré les portes verrouillées et les fenêtres scellées. Une enquête interne conclut à une fugue impossible. Aucun corps, aucune trace. Comme si l'hospice l'avait avalé. Jules, troublé, retourna une dernière fois à Saint-Victor, en pleine nuit, muni d'un magnétophone analogique. Il n'y remit jamais les pieds, mais l'enregistreur fut retrouvé quelques semaines plus tard, à l'entrée de l'hospice, posé sur le perron, encore tiède. Il ne contenait qu'un souffle long, interminable, comme un soupir de pierre. Après la diffusion confidentielle du rapport de Jules Roussel, quelques chercheurs marginaux et amateurs d'occulte s'intéressèrent de près à l'hospice Saint-Victor. Mais aucun n'osa y pénétrer de nuit, sauf une seule. Camille Dornel, étudiante en anthropologie, fascinée par les structures abandonnées et les récits de mémoire collective effacés. Elle contacta Jules en 2017, mais n'obtint de lui qu'un message audio bref. Ce qui est derrière ce mur ne veut pas qu'on se souvienne. Déterminée, Camille organisa sa propre exploration. Elle entra dans l'hospice un soir d'automne, armée d'une lampe frontale, d'un caméscope et d'un carnet de terrain. Les lieux étaient en ruine, mais la chambre 17, ou du moins ce que les plans désignaient comme telle, semblait étrangement préservée. Les murs de l'aile nord étaient propres, sans graffiti, sans moisissure, comme si l'endroit avait été entretenu. Elle remarqua une anomalie sur la cloison ouest. Une légère résonance, comme si derrière le plâtre, l'espace respirait encore. Elle installa son matériel et passa la nuit à écouter. Vers 3h17 du matin, elle capta sur son enregistreur un bruit de grattement, suivi d'un murmure qui ne semblait provenir ni d'un humain, ni d'un animal. La voix répétait, à intervalles réguliers, « Tu n'étais pas censé revenir ». Camille, persuadée d'un canular, se leva pour inspecter le mur. Au contact, le plâtre se fissura sous sa main. Derrière, elle trouva une ouverture minuscule menant à une cellule circulaire. Au centre, une chaise en bois. Sur les murs, des dizaines de phrases écrites au sang séché « Ne pas nommer, ne pas voir, ne pas entrer ». Camille filma l'intérieur pendant 5 minutes avant que son appareil ne cesse de fonctionner. La vidéo sera plus tard récupérée sur une carte SD retrouvée dans une enveloppe déposée à la faculté de Nanterre, mais sans trace de Camille. Ses proches, amis et famille n'eurent jamais de nouvelles. Une disparition de plus, liée à un lieu dont l'existence même semblait se dissoudre dans l'oubli. La police ouvrit une enquête, mais l'affaire fut rapidement classée comme fugue volontaire. Aucun agent ne parvint à retrouver la chambre 17. Lors de la perquisition, les murs de l'aile nord étaient parfaitement lisses, uniformes. Plus aucune trace de fissure ni de cloison. L'endroit semblait avoir été reconstruit. L'un des enquêteurs, cependant, révéla sous couvert d'anonymat qu'il avait entendu, alors qu'il marchait seul dans le couloir, un faible soupir venant de la paroi. Le même soupir que celui entendu sur l'enregistrement de Jules. Plus troublant encore, un nouveau plan d'urbanisme fut lancé en 2020 pour réhabiliter l'hospice.
Mais les architectes ne parvinrent jamais à intégrer la chambre 17 dans leur relevé. Chaque fois qu'ils tentaient de la dessiner, elle se déplaçait, changeait de place sur le plan ou disparaissait complètement, comme si elle refusait d'exister à nouveau. Aujourd'hui, une plaque en pierre a été scellée sur l'aile nord, sans inscription. Mais chaque année, à la date du 17 décembre, un enfant du voisinage est entendu en train de fredonner une berceuse oubliée, devant les ruines. Une mélodie dissonante, répétée dans un dialecte ancien. Ceux qui l'entendent affirment qu'elle ne ressemble à rien de connu, et que, parfois, elle leur reste en tête pendant des semaines. Jusqu'au silence total, jusqu'à l'oubli. La disparition de Camille Dornel aurait pu, comme tant d'autres affaires non élucidées, sombrer dans l'oubli. Mais une dernière pièce, surgie du néant, changea à jamais la perception du lieu. En février 2022, un vieux livre fut déposé anonymement à la Bibliothèque nationale, sans fiche, sans code d'entrée. Relié de cuir noirci, le volume ne portait qu'un nom sur la couverture, Victorina. Aucun auteur, aucune maison d'édition. À l'intérieur, une série de récits fragmentés, tous situés dans une abbaye fictive fondée au XIIIe siècle, dont l'une des annexes serait devenue un hospice pour les incurables. Les récits évoquaient une chambre murée après une série de crises de démence collective, une cellule qui se nourrissait des souvenirs. L'un des passages, daté de 1892, décrivait la scène d'une nonne enfermée de force dans une chambre, au numéro effacé, dont les paroles avant d'être scellées furent « Si vous oubliez mon nom, je resterai. Si vous le dites, je reviendrai. » Les chercheurs de l'obscur décidèrent de confronter ce livre aux documents d'archives. Étrangement, les plans de l'hospice Saint-Victor antérieurs à 1900 furent tous retrouvés illisibles, tachés d'encre ou avec des numérotations tronquées. Seule persista une annotation marginale dans un registre d'entrée de 1889. Admise chambre 17, Victorine G. Ce prénom, associé à la couverture du livre, ne pouvait être une coïncidence. Plusieurs historiens locaux, autrefois sceptiques, commencèrent à revoir leur position. L'hypothèse d'un espace maudit, d'un lieu rejeté par la mémoire collective, émergea timidement. Une équipe documentaire tenta même de filmer un épisode consacré à l'hospice, mais leur matériel tomba en panne dès l'approche de l'aile nord. Le monteur rapporta que toutes les images captées étaient noires, sauf une sur laquelle un visage d'enfant apparaissait brièvement, les yeux clos, la bouche cousue. À ce jour, la chambre 17 ne figure sur aucun plan officiel. Elle n'apparaît ni dans les cadastres, ni dans les archives départementales. Les historiens parlent de « zone aveugle administrative ». Pourtant, les habitants du quartier, les plus anciens surtout, évitent encore de marcher du côté nord du bâtiment. Ils changent de trottoir. Ils se taisent lorsqu'on leur pose des questions. Et parfois, lorsqu'on insiste, ils murmurent « Certains murs n'aiment pas qu'on parle d'eux ». Un dernier élément, découvert par hasard en 2023, semble clore le cycle. Un étudiant en architecture trouva dans une brocante une maquette poussiéreuse d'un hospice du 19e siècle. Sur le socle, une étiquette « Saint-Victor, aile nord, projet interdit ». En l'examinant, il remarqua qu'une petite pièce, à peine visible, portait le chiffre 17 gravé à la main. En l'ouvrant, il trouva, scellé à l'intérieur, une feuille repliée 100 fois. Un simple poème. Ne la nomme pas, elle dort. Ne la cherche pas, elle voit. Ne l'écoute pas, elle parle encore. Et si tu ouvres, elle viendra. Aujourd'hui, l'hospice Saint-Victor reste officiellement abandonné. Mais certains affirment que, les nuits d'hiver, à la veille du 17 décembre, une lumière vacille derrière une fenêtre murée. Que des pas résonnent dans les couloirs vides. Et que, dans le silence absolu, un nom oublié refait parfois surface. Victorine.